voudrais d'abord accueillir M. Jean-Claude Mallet, qui a la gentillesse de représenter M. Le Drian, qui avait, je crois, une petite difficulté d'emploi du temps. M. Mallet est le conseiller spécial du ministre de la Défense, donc c'est très important. Il va conclure ses travaux, dont je rappelle que l'objet est vraiment de voir en quoi les industries de la défense sont essentielles dans dans le système économique français. Et puis, comme c'est toujours mieux de le faire avant la session finale que de le faire après, parce que tout le monde s'en va à toute allure, je voudrais en profiter pour remercier d'abord le ministère de la Défense, qui a été très positif, très véritablement une aide très importante. Je voudrais remercier la chaire d'économie de la défense qui a été là aussi très positive, et puis toute l'équipe que vous représentez, l'équipe du cercle des économistes, ça a été essentiellement Clara Pisani-Ferry et Marie Castin qui ont organisé le tout. J'espère n'avoir oublié personne. D'abord vous, parce que vous êtes quand même très concentrés, ce qui est bien. Bon, Monsieur Mallet, à vous les derniers mots de cet après-midi de travail. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'abord de nous avoir invités, d'avoir invité Jean-Yves Le Drian que je représente cet après-midi. Effectivement, il est pris par d'autres obligations cet après-midi, malheureusement. Je suis très heureux qu'il y ait ce développement d'études, ces initiatives qui ont été prises, qui vous ont été exposées, les premiers résultats qui vous ont été communiqués. D'autant plus que le sujet de l'impact de la dépense de défense sur l'économie, de l'impact des exportations sur la balance commerciale, du caractère productif ou non, fructueux ou non, fécond ou non de cette dépense, est un sujet très ancien et très débattu et très controversé. Donc le fait qu'il y ait enfin des équipes d'économistes qui s'attaquent vraiment à cette question, je crois, est vraiment un progrès, va clarifier aussi les éléments de débat et fournir aux uns et aux autres des analyses à caractère fondé au plan technique, scientifique, et je crois que c'est extrêmement heureux pour le ministère de la Défense et pour la communauté de défense dans son ensemble. Donc vraiment, un grand merci et félicitations d'avoir engagé ce travail. Alors, je vais essayer de vous donner un peu ce que vous aurait dit Jean-Yves Le Drian, avec 2 temps dans cette conclusion, tentative en tout cas de résumer nos propres idées. D'une part, dans quel contexte global de politique de défense s'inscrit aujourd'hui la dépense de défense, et deuxièmement, ce que nous percevons pour notre part de ce qui nous paraît avoir une efficacité économique positive. Et je crois que les travaux que vous avez faits donnent déjà un certain nombre de résultats, y compris l'effet multiplicateur. Je suis arrivé, j'avais eu le temps de voir votre exposé dans le dossier qui avait été préparé. Il y a un élément tout à fait important de continuité dans notre politique. Je ne sais pas quel est l'impact que ça peut avoir sur l'efficacité de la dépense de défense, mais il y a un élément important de contexte d'environnement, et je pense que ça doit pouvoir se mesurer. C'est que de façon constante, depuis le début de la Ve République, l'industrie de défense est considérée comme un facteur de notre autonomie stratégique. Et je crois que ça a été encore plus fort dans les affirmations et de la doctrine, je dirais la doctrine Le Drian en matière d'économie de défense depuis qu'il est ministre de la Défense. C'est que la dépense, et spécialement la dépense d'investissement, est un élément fondamental de notre autonomie stratégique. Et donc il y a un lien extrêmement étroit entre les canons, si j'ai qu'à le dire, de notre politique de défense et l'investissement industriel, l'investissement aussi humain, en matière mise en place d'écoles, éducation de très haut niveau, filières technologiques, que sais-je. Donc il y a un lien très étroit entre cet investissement et ce qui est le fond de la démarche de défense du ministère de la Défense, mais qui est l'expression d'une politique, c'est-à-dire la recherche d'indépendance et de souveraineté. Et il y a extrêmement peu de pays dans le monde qui font ce choix. Il doit se compter maximum sur les doigts des 2 mains. C'est-à-dire qu'ils font le choix d'avoir la capacité à la fois à développer une stratégie militaire
qui va être une stratégie de protection du territoire, de dissuasion nucléaire, d'intervention extérieure. Regardez en Europe, combien de pays sont capables d'avoir ça? 2. Et en même temps, dire cette capacité, elle sera aussi fondée sur une autonomie en matière industrielle et économique. Très peu font les 4. Très très peu. Donc c'est un élément important, parce que ça veut dire qu'il y a une continuité depuis le début de la Ve République dans la construction d'outils industriels et d'investissement dans ces domaines, avec des hauts et des bas dans les cycles d'investissement, bien sûr, qui marquent la période. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de quitter une zone, un cycle de basses eaux, puisque nous commençons à renverser, depuis maintenant 2 ans, à renverser la tendance, que l'investissement augmente et que globalement l'effort de défense augmente. Et la caractéristique d'un pays comme la France, c'est que cette dépense de défense n'augmente pas tant dans le domaine de la masse salariale, des conditions de travail, du fonctionnement, etc. Elle augmente prioritairement dans le domaine de l'investissement et de la recherche. Donc ce n'est pas totalement un hasard si on se trouve aujourd'hui avec des résultats, on va y venir dans un instant, qui sont tout à fait importants. Donc nous avons devant nous, et ceci explique cela, il y a à la fois la menace et il y a les projets, nous avons devant nous des décisions qui vont être structurantes pour cet investissement en matière de défense. Les domaines les plus connus sont le domaine nucléaire. Alors le domaine nucléaire, est-ce que c'est un domaine qui tire ou non la croissance? C'est à vous de le dire. Ce que je sais en revanche, c'est que le domaine nucléaire tire le domaine conventionnel dans notre système. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir parlé du nucléaire qui fait qu'on n'a plus de lumière. Le domaine, donc, les investissements que nous faisons dans le domaine de la dissuasion ne vont pas être, en quelque sorte, cantonnés pour la mise en place de notre force de dissuasion, cantonnés dans le secteur nucléaire militaire, donc à l'intérieur d'une niche elle-même située à l'intérieur de l'industrie nucléaire et de son propre écosystème, mais elles vont aussi drainer l'ensemble du secteur conventionnel. C'est un point qui n'est pas forcément toujours bien connu ou toujours bien mis en avant. Si vous développez une force océanique stratégique capable de tirer des missiles balistiques intercontinentaux, vous allez développer aussi les technologies en matière de détection sous-marine, en matière de navigation aussi par satellite. Vous allez développer les systèmes de renseignement qui vont avec. Vous allez développer les sciences des matériaux, etc., etc. Vous allez développer évidemment la physique nucléaire et vous allez développer les plus formidables puissances de calcul qu'il y a dans ce pays. Il y a dans 2 endroits des puissances de calcul majeures, la direction des applications militaires du CEA et la DGSE. Les supercalculateurs sont développés en priorité pour la simulation des essais nucléaires et les capacités d'interception de la DGSE. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui tire la capacité française à faire des supercalculateurs. Donc je dis simplement cet exemple-là parce qu'il montre qu'il y a un effet de diffusion dont je ne sais pas comment il peut être mesuré, ce n'est pas tout à fait simple, j'imagine, et que donc les investissements que nous avons devant nous dans le nucléaire, dans le domaine aérien, le futur système de combat aérien va mettre en place à la fois de nouveaux chasseurs, mais aussi des avions non pilotés, non habités, avec les systèmes de drones, et donc par conséquent vont drainer pour eux, à leur bénéfice, et doivent utiliser et exploiter au maximum l'ensemble des développements qui caractérisent aujourd'hui le monde numérique. Et la révolution numérique va atteindre progressivement la totalité de l'art militaire, et donc va le bouleverser, et réciproquement, l'utilisation par la défense, par les armées, par les services de renseignement, des technologies numériques, va elle-même certainement avoir un effet de diffusion que je ne sais pas aujourd'hui mesurer, ça c'est votre travail, dans le domaine civil avec des... Je ne rappelle pas les aventures dans ce domaine des Américains qui sont généralement plus forts que nous pour faire passer du militaire au civil les innovations qu'ils ont financées à coût de centaines de milliards de dollars pendant des années, qui fait qu'ils ont aujourd'hui, en moyenne, 10 à 25 ans d'avance sur nos propres investissements. Le secteur cyber donc, sera également un sujet important. Pour vous donner une idée approximative de l'effort, nous recrutons à peu près, aujourd'hui on dit 3500 combattants cyber. Il y en avait une centaine il y a une dizaine d'années.
Et nous avons un investissement sur les 5 années qui viennent de s'écouler, d'ici 2019, de l'ordre d'1 milliard d'euros dans le domaine cyber. Et ça va peut-être, ça dépendra de celui qui portera la présidence de la République l'an prochain, cette année, pardon, à la fin de cette année, nous avons à peu près prévu, dans les anticipations du ministère de la Défense, d'au moins doubler cet effort dans les années qui viennent. Un mot pour dire que dans cet investissement en matière de défense, le ministre, depuis le début, met l'accent sur les efforts de recherche amont. Et donc nous avons obstinément maintenu une enveloppe de dépenses en matière d'études amont de l'ordre de 730 à 750 millions d'euros par an. Cette dépense était souvent amputée au gré des difficultés budgétaires qu'a connu le ministère de la Défense dans ces dernières années, et des effets déflationnistes globaux qu'il y avait sur le budget de la Défense. Et le ministre Jean-Yves Le Drian a décidé de le maintenir contre vents et marées. Et là aussi, nous avons des perspectives de croissance de ce secteur, avec l'idée que, d'une part, les études amont doivent encore être renforcées et toujours maintenues, je dirais, de façon que ce flux soit toujours garanti à notre secteur de recherche, et aussi de ce que la politique d'investissement que nous menons font que les crédits de recherche-développement, c'est-à-dire à la fois les crédits de recherche amont et aussi les crédits de développement des systèmes, prennent une part extrêmement importante, puisqu'elle dépasse en moyenne annuelle sur les années qui viennent de s'écouler et les années qui viennent, de l'ordre de 5 milliards d'euros et plus par an. Un point pour dire aussi que ce soutien ne va pas seulement aux grandes entreprises qui sont bien connues, mais elles vont aussi à des entreprises qui peuvent être des petits bijoux technologiques complètement essentiels, y compris, je parlais de la force de dissuasion tout à l'heure. Aujourd'hui, une société comme Sodern, qui est une entreprise de taille moyenne, joue un rôle absolument stratégique sur certains de nos systèmes de défense. Et le ministre a développé là aussi ce qu'on a appelé le pacte défense PME, qui est un instrument pour orienter la manne financière venant du ministère de la Défense, spécialement sur le tissu des petites et moyennes entreprises. Donc on a une stratégie d'investissement qui est la politique que nous conduisons. Elle est couplée à une stratégie, une politique industrielle qui n'est pas une politique simplement spectatrice, mais qui est très volontariste. Et les 5 années qui viennent de s'écouler ont été marquées, je prends simplement 2 exemples. On a dû vous parler peut-être, je ne sais pas, du rapprochement effectué dans le domaine des lanceurs, avec la création de l'entreprise ASL, ou dans le domaine de l'armement terrestre, l'entreprise maintenant KNDS, qui est le mariage entre Krauss-Maffei allemand et Nexter, héritier du JAT. Pourquoi je vous cite cet exemple? D'abord parce que historiquement il est intéressant. Ça veut dire qu'on a marié l'industrie qui fabriquait en 1914 l'artillerie et les chars de la Ruhr qui ont servi l'armée allemande pendant des décennies au XXe siècle, et l'industrie française équivalente. Donc c'est historiquement une histoire tout à fait exceptionnelle, et ça crée aujourd'hui ce qu'on a appelé entre nous un Airbus de l'armement terrestre, qui va avoir effectivement un effet sans doute très important sur le marché international. Nous avons aussi développé, et ceci va probablement s'amplifier, une politique de réindustrialisation d'un certain nombre de secteurs. Il y a quelques jours, la semaine dernière, le ministre a relancé, avec l'apport des acteurs économiques, un secteur qui avait été complètement laissé en friche, qui est celui des petites munitions. On ne savait pas très bien, il y a eu une polémique pour savoir si les petites munitions, les munitions de petit calibre, qui allaient être utilisées par l'armée française pour les FAMAS ou les successeurs des FAMAS, seraient fabriquées en France ou à l'étranger. Et le système français, et il y a une espèce de consensus politique dans ce pays qui, à mon avis, est un élément important de politique économique, qui est qu'il fallait avoir un minimum d'autonomie dans ce domaine, et nous avons trouvé les acteurs économiques disposés à investir dans ce domaine, et ce projet a été relancé pas plus tard que la semaine dernière. Dernier élément de cette politique industrielle, les ressources humaines. Il est clair que les investissements que nous faisons cette fois-ci pour créer des filières d'ingénieurs de très haut niveau jouent un rôle tout à fait fondamental dans la réussite économique
que nous avons dans la réussite de nos entreprises, dans la réussite industrielle. Et nous avons donc plusieurs milliers d'ingénieurs qui sont formés, et ce vivier est unique. Et il doit être absolument développé, et nous avons une politique d'ouverture à la fois vers les universités, d'ouverture à l'international, et d'une politique très très résolue, notamment sur le plateau de Saclay, qui est en cours de développement et de mise en place. Un élément assez spectaculaire au plan économique de ces dernières années, c'est évidemment l'explosion des exportations de défense de ces 3 ou 4 dernières années. Le tendanciel, avant l'arrivée de Jean-Yves Le Drian, était en gros des exportations de défense, proprement dites, de l'ordre de 5, 6, 7 milliards d'euros par an en moyenne sur les années, je ne sais plus exactement, mais 2010, 2009, 2012. C'était à peu près l'ordre d'idée. Nous sommes passés progressivement jusqu'à 16, 17 milliards, et même plus pour cette année, l'année 2016, la dernière année pour laquelle nous avons des chiffres. Ce qui veut dire que nous avons franchi un seuil, et cette capacité d'exporter a été portée à un niveau tel, si je prends les années 2015 et 2016, que nous avons aujourd'hui, et c'est, je crois, tout à fait un phénomène essentiel, nous avons aujourd'hui un investissement de défense ou des dépenses de défense autorisées en quelque sorte pour les entreprises qui vient pour 17 milliards d'euros par an à peu près de l'État et pour 17 milliards et même parfois 20 milliards pour l'année exceptionnelle que nous venons de connaître qui vient des exportations de défense. Ceci grâce à une politique très volontariste répartissant les responsabilités entre la conduite politique des dossiers, dans le dialogue politique et stratégique avec nos grands partenaires, et la conduite commerciale, qui, elle, relève des entreprises, et l'ensemble étant coordonné au sein d'une équipe France qui se réunit très régulièrement au ministère de la Défense. Donc cette démarche d'exportation est désormais partie intégrante de cette politique d'autonomie stratégique en matière industrielle et en matière de défense qui caractérise la politique française. Cet effort en matière d'exportation et ses résultats contribuent de façon significative à la balance commerciale. Et si je prends le bilan qui m'a été communiqué avant que je vienne vous voir, la contribution positive à la balance commerciale est de l'ordre de 35 milliards d'euros s'agissant de l'ensemble du secteur, c'est-à-dire à la fois le secteur défense et le secteur civil, à la balance commerciale. Désormais, et en tout cas pour une durée je ne sais pas, mais désormais la France est installée au 2e ou 3e rang mondial, selon les années, des exportations de défense. Donc, ceci, c'est la politique que nous conduisons. Il reste à mesurer, et c'est le travail que vous faites de façon beaucoup plus savante que je ne pourrais le faire, quel est l'impact réel de cette force d'entraînement, dont on voit bien qu'elle a un impact sur le secteur économique français. Est-ce que ça reste confiné à l'intérieur du système économique français, ou bien du secteur économique de défense, ou bien est-ce que ça diffuse au-delà? Ce que je constate, c'est qu'en termes d'emploi, nous avons un secteur qui est de l'ordre de 160 000 emplois. J'imagine que ça a été répété aujourd'hui. Pardonnez-moi si j'enfonce des portes ouvertes auprès de vous cet après-midi en fin de journée. Plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. C'est les chiffres que nous citons régulièrement. J'incite toujours la délégation générale pour l'armement et mes collègues du ministère de la Défense à vérifier l'exactitude de ces chiffres, mais je crois qu'ils sont de plus en plus réels. Et nous avons 15 des 50 premières usines en France qui appartiennent à des entreprises du secteur de la défense. Et ayant dit cela, et c'est un élément tout à fait important, et je peux témoigner de ce que ça a été aussi une politique constante des ministres de la Défense, en tout cas depuis une vingtaine d'années, il y a toujours le souhait de réaliser une bonne articulation entre le volet civil, le secteur civil, et le secteur militaire, les activités militaires et civiles de nos entreprises. Toutes nos entreprises, pratiquement, ont à la fois un secteur civil et un secteur militaire, et celles qui s'adaptent le mieux au cycle de l'investissement, et notamment de l'investissement de l'État, ou aux situations du marché, sont celles qui savent tirer parti d'un basculement possible du civil vers le militaire, ou du militaire vers le civil, dans leurs activités considérées comme les plus
prometteuses en matière de croissance et celles qui produisent le plus de rentabilité. Pour prendre deux ou trois exemples, au sein d'Airbus, l'activité hélicoptère, depuis 1990, s'est structurée autour de la vente d'appareils pour les opérations offshore, qui représentaient à peu près 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais depuis 2 ans, avec la réduction ou la contraction de ce marché, c'est clairement le marché militaire qui tire la profitabilité de cette entreprise, puisque en 2016, 57% des commandes concernent des appareils militaires à l'exportation, à la fois exportation et, en l'occurrence, le militaire. Nous venons d'ailleurs d'annoncer le lancement du programme d'hélicoptères interarmées légers, qui sera basé sur un hélicoptère civil, le H-160, que nous allons acheter à peu près 150, 190, 160, 190 appareils dans les années qui viennent. On pourrait prendre aussi l'exemple de Dassault Aviation, qui a longtemps fait son chiffre d'affaires majeur sur son secteur civil, sur les commandes d'avions d'affaires, et qui aujourd'hui voit l'exportation du Rafale et la commande de l'armée de l'air, mais d'abord les exportations de ces dernières années, résultat des succès à l'exportation auxquels je faisais allusion tout à l'heure, avec une centaine d'appareils à exporter vers l'Inde, l'Égypte ou le Qatar, et c'est désormais ce secteur-là qui, effectivement, porte la profitabilité du groupe Dassault dans les années qui viennent, s'agissant en tout cas de la profitabilité qui vient de l'exportation ou de la production des appareils eux-mêmes. Autre exemple d'appui réciproque, mais je pourrais les multiplier, je vais essayer de ne pas être trop fatigant avec ces exemples. Le secteur des lanceurs spatiaux, je vous ai parlé tout à l'heure du rapprochement qui a été effectué dans le domaine des missiles et des lanceurs spatiaux, avec la création d'Airbus Safran Launchers, qui produit à la fois les lanceurs spatiaux qui vont lancer les satellites avec notamment Ariane, et aussi, c'est un exemple bien connu, les missiles balistiques de la force océanique stratégique. Et là, nous avons une continuité, si vous regardiez les cycles, je voyais tout à l'heure vous montriez les cycles de dépenses, nous avons une continuité dans les investissements qui font qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine nucléaire, nous allons produire de façon régulière tous les 10 ans un missile balistique amélioré, et ceci va à la fois avoir un impact opérationnel, c'est-à-dire que nous modernisons progressivement par secteur, par segment, nos missiles balistiques en fonction de l'évaluation des menaces et des performances que nous demandons à nos missiles. Et en même temps, cette dépense continue alimente un cash flow pour l'entreprise qui lui permet, le cas échéant, de résister aux difficultés qu'il peut y avoir sur le marché des lanceurs spatiaux, qui est extrêmement concurrentiel, comme vous le savez, avec la montée en puissance des capacités dans ce domaine, notamment américaine. Je pourrais multiplier les exemples dans ce domaine. J'ai cité tout à l'heure les supercalculateurs. On pourrait citer le cas des investissements de Thales. Dans notre estimation, 60% de la recherche financée par la défense a des retombées dans le secteur civil et 20% en sens inverse. L'État subventionne les entreprises bénéficiaires à hauteur de 37%, c'est un élément important, 37% de leurs dépenses de recherche et développement. Donc cet effet de levier, vous avez commencé, je crois, à le déterminer dans vos travaux de l'investissement de défense. Il nous crée, à nous, responsables de la politique de défense, des responsabilités particulières. Les développements ou innovations militaires doivent permettre à nos entreprises, dans ce secteur, de proposer aux armées les produits majeurs de leur équipement dont ils ont besoin pour réussir leurs opérations, et le cas échéant d'être en mesure de proposer aussi aux entreprises la possibilité de créer des produits civils qui vont toucher le grand public. Si je prends également l'impact territorial, qui est aussi une mesure importante dans le domaine économique, juste quelques chiffres. En 2013, 39 milliards d'euros venant directement ou indirectement de la défense ont irrigué les régions françaises, qu'il s'agisse des dépenses en matière de salaire des personnels civils ou militaires, ou des achats qui sont réalisés à travers la DGA et l'ensemble des entreprises de la BITD. Il y a donc un lien très fort. L'objectif du ministre de la Défense, en étant présent par ma voix avec vous cet après-midi, était de souligner vraiment tout l'intérêt que nous attachons à vos études, à vous proposer, et ça a été fait, de poursuivre les études qui sont indépendantes,
qui sont le scientifique et avec les canons académiques qui sont les vôtres. Ces résultats sont déjà pour nous une confirmation, en tout cas à partir du moment où les dépenses de défense contribuent à créer de la croissance, à créer sur le PIB un effet multiplicateur que j'ai compris vous avez évalué à 2,5 tout à l'heure. C'est une contribution, je ne prendrai pas une posture, je dirais, exagérément conquérante dans ce domaine, mais simplement je constate qu'il y a déjà un premier résultat. Et je ne peux que vous encourager à continuer et à nous aider à évaluer cet impact, ce qui peut aussi avoir un effet aussi sur la politique de défense elle-même. Un mot pour finir, simplement, vous aurez compris à quel point, dans notre esprit, la politique de défense est étroitement dépendante d'une politique économique et d'une politique industrielle. Et c'est un choix qui a été fait par Jean-Yves Le Drian dès le début de son mandat, avoir une politique industrielle active, être en mesure, par ce biais, de défendre les chances de l'économie française dans la compétition internationale, et être en mesure, par ce biais-là aussi, d'assurer l'indépendance de notre pays. Merci beaucoup.